Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Le sujet d'aujourd'hui de cette table ronde, c'est un retour d'expérience sur la migration d'un SI ultra critique, le SI du SAMU, vers le cloud de confiance. Je remercie beaucoup notamment Laurent Joubert, directeur des opérations de l'Agence du numérique en santé, qui vient témoigner sur ce projet, et Nicolas Dufour, directeur du développement stratégie Cloud Temple. Alors cette table ronde, c'est vraiment une très très belle occasion de nous partager votre retour d'expérience sur le projet. Le SI SAMU, c'est un système d'information ultra critique, aujourd'hui qui est hébergé chez Cloud Temple, et vous nous exposerez pourquoi, quels ont été vos choix. Le SI SAMU, pour rappel, c'est le système d'information qui porte le système national des urgences. C'est le point d'entrée des appels d'urgence, c'est la prise en charge immédiate des patients pour permettre, à juste titre, un accès aux soins d'urgence et ultra rapide, comme ultra critique. Pour démarrer, je vais vous laisser présenter chacune de vos entités, quelle est la mission, et notamment en commençant par l'ANS, donc l'Agence du numérique en santé. Laurent. Bonjour à toutes et à tous. En quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas l'Agence du numérique en santé, on a 3 missions qui sont une mission de régulateur de toute la partie e-santé, une mission de promoteur et une mission d'opérateur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que côté Agence du numérique en santé, nos clients sont directement les professionnels de santé. L'objectif, c'est de pouvoir faciliter la coordination et de rendre du temps de soins aux professionnels de santé pour qu'ils soient le moins perturbés par un travail administratif. Et pour ça, on s'appuie beaucoup sur les éditeurs, parce qu'en fait, c'est un espèce d'effet de levier. À chaque fois qu'on touche un éditeur, et ben en fait, on touche tous les clients professionnels de santé de cet éditeur, et on n'a pas à la traiter directement. Donc, rapidement, sur ces missions-là, on opère tout le volet réglementaire, donc sur le premier rôle de régulateur, où en fait, l'objectif, c'est de poser le cadre et donc tous les référentiels qui doivent être suivis. Vous connaissez certainement HDS, hébergeur de données de santé. On gère aussi le cadre d'interopérabilité. Et donc tout ce volet réglementaire a vocation à favoriser les échanges, donc avec tout le cadre d'interopérabilité. Et en même temps, donc ça c'est pour ouvrir, pour libérer, pour faciliter les échanges. Et en même temps, on a des cadres de sécurité pour protéger ces échanges. Donc avec ces éléments-là, on essaye vraiment d'être le plus accompagnant possible auprès de toute la sphère e-santé. On a un rôle de promoteur pour être sûr que ça marche partout pareil dans les territoires. Ça, c'est pas forcément gagné d'avance. Et donc, on s'occupe aussi sur la prise de température, vérifier que ça fonctionne partout pareil et de pouvoir lever les verrous quand ça marche pas sur les territoires. Et on a un rôle d'opérateur. Donc ça, c'est la direction dans laquelle je m'occupe, qui porte en fait des services. On fait 3 types de services. On fait des commodités. Donc en fait, on fait des services un peu de base comme ProSanté Connect. Vous êtes une start-up aujourd'hui, vous devez respecter un cadre. Vous déployez le bouton ProSanté Connect. On fait des plateformes. Donc le SI SAMU et la galaxie du SI SAMU, c'est en fait une plateforme. Donc là, ça va rejoindre un petit peu la stratégie et ta plateforme. Et on voit en fait comment on est capable de brancher des éditeurs sur cette plateforme. Et en fait, ensuite, on fait des services universels. Et donc ça, c'est, je dirais, la garantie. Donc c'est un peu le volet appel d'urgence, mais pour le numérique, où on est sûr qu'on laisse aucun professionnel de santé sur le bord de la route. Et donc sur ces aspects-là, on essaye en tout cas d'apporter un minimum de services pour garantir qu'on embarque tout le monde. Je reviendrai un peu sur la stratégie et de pourquoi on fait ça à l'ANS. Bien, juste en un mot, Cloud Temple. Alors, je ne sais pas si vous entendez, j'espère que vous entendez tous. Parfait. Cloud Temple, c'est un fournisseur de cloud de confiance qui est qualifié Secnum Cloud et HDS pour les 2 qualifications les plus importantes. Et on a une plateforme de cloud industriel, IaaS, PaaS et SaaS, interopérable avec les hyperscalers, avec une démarche d'accompagnement des clients de bout en bout. Voilà, en synthèse, le positionnement de Cloud Temple. Merci à tous les deux. Laurent, maintenant, peux-tu nous rappeler les enjeux, à juste titre, du SI SAMU et du projet qui a été mené ici ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les SAMU, aujourd'hui, travaillent au sein du département. Et donc, aujourd'hui, vous avez 100 SAMU, en gros, sur le territoire, qui collectent et gèrent les appels d'urgence quand vous appelez le 15.
Et l'objectif du programme SI-SAMU, qui a été lancé en 2016, a été vraiment en fait de pouvoir proposer un service de haute qualité, résilient, au niveau du territoire national et de permettre l'entraide entre les SAMU. Donc de décloisonner quelque part le travail purement départemental et surtout de permettre aux SAMU les plus fragiles, ceux qui peuvent se retrouver justement dans des situations de difficultés, notamment en nuit profonde, de pouvoir avoir des systèmes qui continuent de bien fonctionner et d'avoir une meilleure qualité de service pour une prise en charge sur tout le territoire. Donc en nationalisant, c'est un peu dans la logique de tous les grands projets informatiques du SI de l'État, comme on pouvait avoir les impôts qui étaient gérés par département au début des années 2000, et en fait on travaille sur des nationalisations pour permettre un meilleur niveau de service sur l'ensemble du territoire. Donc ça c'est vraiment un des enjeux. Et puis sur la partie appel d'urgence, évidemment l'objectif c'est d'être capable d'avoir la réponse la plus adaptée à la situation, d'être capable de gérer des situations de crise et d'être capable d'avoir le niveau de résilience nécessaire pour garantir qu'il y ait toujours quelqu'un qui réponde quand on appelle le 15. Alors, à juste titre, vu la sensibilité de ce sujet, le SAMU, on connaît tous ce qu'est le SAMU. Quelle a été la démarche? Le projet a commencé en 2016. Et puis là, sur la dernière consultation qui date maintenant il y a à peu près 1 an et demi, pourquoi vous avez eu cette réflexion et la démarche peut-être de renforcer la notion de souveraineté numérique ou de renforcer la notion de sécurité, notamment au travers du référentiel SecNum Cloud? Alors, je ne dirais pas qu'on a une volonté de vouloir renforcer ces aspects-là. Donc le projet a été lancé en 2016 sur cette vocation nationale. Et ce qui est important de noter, c'est si vous avez suivi un petit peu l'actualité sur le SI-SAMU ces dernières années, il était dans la presse, pas forcément pour des bonnes raisons. Donc il y avait des questions de coûts, il y avait des questions d'objectifs, il y avait des questions de réalisation. Et en fait, initialement, le projet avait vocation en fait à remplacer intégralement toutes les solutions départementales. Il y a eu un arbitrage qui a été pris en 2022 pour différentes raisons et difficultés sur la taille de ce type de projet, de partir sur une stratégie donc plus État plateforme et de continuer à travailler avec des éditeurs pour être capable de toucher un maximum d'acteurs, de départements. Et donc en fait, en 2022, en fin février 2022, la décision a été prise de réorienter le programme. Et donc là où avant on avait des marchés qui étaient forfaitaires, monolithiques sur toute la solution, et en fait on a dû travailler sur une nouvelle option pour permettre une intégration avec des éditeurs. C'était pas gagné d'avance, donc la situation était pas forcément évidente, surtout du point de vue des éditeurs de logiciels de régulation médicale, qui sont ceux qui portent en fait tout le dossier patient et l'accompagnement de la réponse côté régulation médicale. Et on a dû arrêter les marchés existants, parce qu'en fait il y avait quand même une grosse problématique sur ces marchés monolithiques. Et on a lancé des nouvelles consultations qui étaient plus agiles, ou en tout cas qui permettaient de mieux s'adapter aux besoins. Typiquement, pour donner un des gros enjeux qu'on a aujourd'hui sur les SAMU, vous avez entendu parler du SAS, le service d'accès aux soins, qui est une des priorités du ministère aussi, et donc de pouvoir intégrer ce type de composantes sur la plateforme et sur les différents modules du SI-SAMU. Je reviendrai peut-être un peu dessus sur ce que ça représente. Et donc en fait, on a décidé à ce moment-là de partir dans une logique, en tout cas produit, c'est-à-dire qu'en fait, on allait séparer les différents produits du SI-SAMU, de la galaxie SI-SAMU, et on allait utiliser le cloud pour être capable de pouvoir délivrer ces services. Donc ça a été le changement un peu structurant en termes d'approche. Avant, on était sur des marchés complètement intégrés, hébergement inclus, ce qui se justifiait par la criticité de la mission. Le SI-SAMU, il était tellement critique qu'on voulait avoir un responsable et on voulait être sûr qu'il n'y ait pas d'effet ping-pong si jamais il y a des incidents ou des trucs qui ne vont pas. Donc on devait avoir cette certitude-là. Et on a fait le choix donc, de structurer, après la décision en 2022,
en termes de stratégie achat, d'avoir un builder, un infogérant et un constructeur qui développe la solution, mais qui est aussi responsable d'opérer cette solution au niveau du run, au-dessus d'un hébergeur qui serait maîtrisé par l'ANS. Donc là, on est vraiment sur un choix de maîtrise. Et donc, c'est à ce moment-là, et ce choix-là, il a été possible parce qu'on considère que côté cloud, on a un niveau d'industrialisation suffisant pour qu'en fait, il n'y ait plus de débat sur est-ce que la responsabilité, elle vient de l'hébergeur, du CSP, du Cloud Service Provider, ou de celui qui opère. Et en fait, en structurant les marchés comme ça, et donc on s'appuie sur le marché UGAP C3 pour le choix de la solution cloud, on a trouvé un intégrateur, donc on a fait un marché, et c'est Thales qui a remporté le marché sur ces aspects-là, pour avoir le côté construction et run de la solution SISAMU. Mais donc c'est ce niveau d'industrialisation qui nous a fait prendre cette approche. Et donc après, c'est poser la question de quel CSP. Exactement. Mais je vais juste revenir sur un petit point, Laurent. Le Secnum Cloud, alors. Pourquoi on est arrivé au Secnum Cloud ? Il y a eu une disposition, des réflexions qui ont été faites. En effet, on a bien compris du choix et vous souhaitez maintenir et garder et conserver la liberté de choisir votre clouder et de choisir celui qui monte la solution et qui développe la solution et qui maintient la solution. Et donc aujourd'hui, le dispositif fonctionne. Mais si je reviens un petit peu en arrière, pour le coup, pourquoi aujourd'hui vous êtes sur une solution et vous avez retenu un cloud de confiance qui est qualifié Secnum Cloud et qui est certifié HDS, parce que c'est le cas de Cloud Temple, mais la particularité, c'est Secnum Cloud. Alors en fait, l'historique est plus compliqué que ce qui paraît, parce que si on prend les choix de décision, en février 2022, quand on a dû relancer le projet suite à l'arbitrage de la réunion interministérielle, donc on a calé la stratégie achat et on s'est posé la question de est-ce qu'on respecte la doctrine cloud au centre et qu'est-ce qu'on fait ? Et assez naturellement, pour des raisons réglementaires, on s'est dit Secnum Cloud. On ne va pas se poser de questions. Dans les niveaux de suivi ou quand on regarde la notion de données sensibles, HDS c'était évident. Et puis j'ai envie de dire, HDS c'est fait par l'ANS. Si l'ANS ne respecte pas HDS, ça pose des problèmes. Je reviendrai un peu sur les niveaux de criticité HDS et ce que ça peut représenter ou l'historique. Et donc on s'est dit, on va aller regarder Secnum Cloud. À l'époque, quand on a regardé Secnum Cloud, vous aviez 3 acteurs qui bénéficiaient du niveau de certification. Worldline, qui était en fait l'acteur chez qui le SISAMU était disponible, OVH et Cloud Temple. Il se trouve que Worldline, c'était pas disponible en cloud. Vous pouvez pas prendre du Worldline uniquement sur du cloud et avoir un modèle où vous confiez à un intégrateur autre le développement de la solution. Donc c'est pas vraiment du cloud. OVH ne répondait pas pour des raisons techniques, et je reviendrai dessus aussi, liées à des problématiques spécifiques autour des accès réseau, des niveaux de latence attendus sur la gestion de prise d'appel, et aussi parce qu'en fait on a toute une chaîne de support où en fait on a besoin de Oracle, et donc en fait on a besoin aussi d'avoir une solution qui soit conforme Oracle. Donc OVH marchait pas. Donc en fait quand on a regardé en début 2022, il n'y avait que Cloud Temple. Il y avait un seul acteur possible. Mais et en fait, à ce moment-là... Vous auriez pu retenir rapidement Cloud Temple, on aurait pu. Non Et en fait, on ne connaissait pas Cloud Temple à l'époque. Et on s'est dit, mettre quelque chose d'aussi critique que le SISAMU chez un acteur qu'on ne connaît pas, sur des suivis, ça ne va pas le faire. Et donc, on a demandé une dérogation. C'est-à-dire que dans la partie Cloud au centre, on a la possibilité de dire, le marché n'est pas prêt, il y a un seul acteur, ça ne colle pas, on ne va pas sur ça. Donc, en fait, on a ouvert la consultation. Et on a dit, on va aller regarder l'ensemble des CSP. Donc, on avait des critères rédhibitoires disponibles au niveau de l'UGAP C3. On a arrêté une liste, je reviendrai dessus, mais côté agence, c'était aussi un mouvement général vers le cloud. On n'avait pas encore d'arbre de décision ou de choix de CSP avec qui on travaillait. Donc, on était assez large sur cette partie. Et on a commencé à regarder tous les clouders qui étaient capables de supporter la solution SISAMU avec tous les critères nécessaires, quoi. Et donc on a travaillé là-dessus. On en a, pour aller rapidement, on en a retenu 5
avec qui on n'avait pas de critères rédhibitoires. Et à partir de là, on a travaillé sur l'ensemble des critères qui faisaient qu'on allait voir qui pouvait nous accompagner. Et du fait de toutes ces problématiques techniques ou en fait des spécificités qu'on pouvait avoir côté SI SAMU, il se trouve que la meilleure solution retenue est la solution Cloud Temple. Donc dans notre cas, avec les contraintes bien spécifiques qu'on avait, on n'a pas non plus, dans le cadre de la dérogation Secnum Cloud, on n'a pas simplement dégagé les critères en disant c'est d'un point de vue achat, c'est soit on le demande, soit on ne le demande pas. Donc là, on ne l'exigeait pas. Mais par contre, on avait des points en plus dans la note technique si on respectait des critères. Donc plus on avait des critères Secnum Cloud, plus on avait aussi une chance d'avoir une meilleure note technique. Bon. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé finalement à choisir donc, parmi les 5 CSP qu'on a retenus, Cloud Temple pour héberger le SI SAMU. D'accord. Et pour le coup, pourquoi vous avez retenu Cloud Temple à juste titre? Quels sont pour vous les éléments différenciants? Vous en avez commencé à en citer quelques-uns. J'aimerais bien qu'on les reprécise sur aussi bien les différenciants technologiques, mais aussi sur l'engagement, sur l'accompagnement. Je pense qu'il y a différents plans qui ont été aussi étudiés dans le cadre de votre démarche, au-delà de la qualification et des niveaux d'exigence attendus. Il y a un point qui est important à retenir sur le SI SAMU, c'est qu'on est effectivement sur une application critique. Donc sur ces aspects-là, on parlait à l'époque, je ne sais plus pourquoi, c'est plus à la mode, mais de tout ce qui était des niveaux de service carrier grade. Et donc en fait, des niveaux de service d'opérateurs télécoms. Et d'ailleurs, en fait, un des modules du SI SAMU, c'est le bandeau téléphonique, qui est celui qui est le cerveau intelligent de routage des appels au niveau national. Donc ce bandeau téléphonique-là, il a des niveaux de service qui relèvent d'un opérateur téléphonique, et d'autant plus que ça relève d'une situation d'urgence. Donc on n'a pas le droit d'avoir un taux de perte d'appel parce qu'en fait ça raccroche et vous devez rappeler le SAMU. Ça fait partie des services où on doit être au plus haut niveau de résilience et de disponibilité. Donc pour ça, l'architecture qui a été conçue est une architecture, et c'est vraiment un des points qui est structurant sur des solutions comme le SI SAMU, en mode ceinture, bretelle, parachute, tout ce que vous voulez, pour être capable de faire en sorte que ça marche, quoi. Donc dans les architectures qu'on a faites, on a des modules, on a des composants qui sont au niveau national, on a aussi des niveaux de résilience au niveau local. Et en fait, de ce fait, on a toute une topologie réseau un peu particulière. On s'appuie sur la Rolls-Royce du marché, qui est Genesis en termes de gestion d'appels. Et en fait, pour avoir ce niveau-là et l'ensemble des briques sous-jacentes, on a besoin aussi d'un certain niveau de personnalisation de la solution. Et en fait, ce niveau de personnalisation de la solution, avec le niveau d'industrialisation nécessaire, et ben en fait, on l'a trouvé chez Cloud Temple. Pour donner une image assez directe, ce type de personnalisation-là, ça marche avec des solutions bare metal. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'avoir accès à un moment donné à des serveurs physiques particuliers, il y avait d'autres cloud service providers qui proposaient du bare metal, mais qui ne nous permettaient pas d'avoir ni le niveau de support, ni le bon niveau de gestion de configuration. Et donc en fait, c'est un peu le compromis entre le cloud haute disponibilité et en même temps une capacité pour des solutions industrielles d'avoir un niveau bien spécifique sur certains points. Donc je l'évoquais, des questions au niveau réseau, latence, capacité d'avoir du Genesis, capacité d'avoir de l'Oracle RAC, donc c'est de l'Oracle haute disponibilité. Et donc ça fait partie des points qui ne sont pas disponibles out of the box chez des clouds et surtout chez des clouders européens. Ça se trouve sur certains hyperscalers, mais c'est pas exactement la même chose. Donc la force aujourd'hui de Cloud Temple, c'est à la fois d'avoir une offre résiliente, performante, qualifiée, etc., mais qui est évidemment industrialisée, avec du service à la demande, mais qui reste agile et qui sait s'adapter à juste titre à des sujets critiques comme le SI SAMU. Nicolas, tu veux peut-être compléter quand même. C'est un très bon exemple de la conviction qu'on a chez Cloud Temple d'offrir des services industriels, c'est-à-dire automatisés, performants et résilients par construction. Et notre volonté aussi d'être au plus haut niveau de sécurité en termes de certification et de qualification, et d'offrir ça pour nos clients
pour lesquels c'est une exigence, comme Laurent vient de le mentionner. Et donc, on a cette réponse et on a forgé nos convictions et notre offre autour de cette conviction. On travaille tous les jours et tous les ans pour enrichir cette offre avec d'autres services qui vont arriver, bien sûr, dans le domaine de l'IA, dans le domaine de la data et tous ces sujets qui sont nécessaires maintenant, qui viennent accompagner la transformation de l'État et de la santé. Alors, le projet SISAMU, où est-ce qu'on en est en vrai? Que s'est-il passé ces dernières semaines? J'ai entendu dire qu'il y avait une migration qui s'était passée, si je ne dis pas de bêtises, le 22 et 23 avril, d'un premier pôle, un premier lot de SAMU basculé. Qu'est-ce qui a fait que ce projet est une réussite? Donc, dans le calendrier de la solution, les marchés arrivaient à expiration et donc on devait assurer une bascule vers les nouveaux marchés, vers la nouvelle stratégie achat. Auparavant, on était hébergé chez Worldline et donc on avait besoin d'opérer une bascule pour être capable de migrer dans le cloud. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur la galaxie des modules SISAMU, on a un portail de gestion de crise, de coordination, mais en fait, le cœur de réacteur, c'est le bandeau téléphonique qui est le cerveau national de routage des appels. Et en fait, au moment de la migration, on avait 10 SAMU qui étaient branchés, donc 10 départements dont l'ensemble des appels étaient traités par cette solution-là. Et on n'a pas trouvé de solution simple pour être capable de les migrer un à un. Donc en fait, l'opération de bascule s'est traduite par un gros Big Bang dans la nuit du 22 au 23 avril où on a migré 10 SAMU d'un coup. Donc voilà, le 23 avril minuit, on a commencé à utiliser tous les mécanismes de secours et les modes dégradés disponibles et on est remonté le 23 sur la nouvelle plateforme. Donc ça c'est donc maintenant aujourd'hui depuis le 23 on tourne sur les infrastructures Cloud Temple. Donc on a réussi cette migration là. Je pense que ça c'était une étape importante. Donc déjà d'être capable de faire cette migration. Il y a eu aussi beaucoup de nettoyage. Oui, j'allais dire, quelles ont été en effet les actions de préparation, les principales actions qui ont été réalisées pour qu'à juste titre, cette étape-là se déroule dans de bonnes conditions? Alors, il y a évidemment plein d'actions techniques. Donc, je ne vous cache pas que sur une bascule de cette sensibilité, il y a énormément de travail de préparation technique pour des rejeux de bascule, des bascules à blanc, des tests de performance, être sûr que tout fonctionne correctement. Mais il y avait aussi l'enjeu de faire ça avec les SAMU. Donc on avait 10 SAMU qui ont aussi énormément travaillé sur les opérations. Ils devaient se préparer à faire les bascules en mode dégradé pendant la nuit, être sûr que tout allait marcher. Donc ça a été un projet qui a mobilisé énormément d'acteurs. On a eu l'accompagnement Cloud Temple et Thales évidemment, et même aussi des sortants. Donc ça a été vraiment un travail de relais avec Worldline et l'opérateur téléphonique qui est Orange pour assurer l'ensemble des travaux, qui nous a tous mobilisés sur cette migration. Et voilà. Et donc je pense que le point qui est très important, c'est qu'on avait aussi la mobilisation pleine et entière des SAMU qui étaient sur site, qui savaient comment fonctionner, comment gérer le mode dégradé, comment on a géré les sorties des modes dégradés. Donc ça a été tout ce travail conjoint-là qui a été nécessaire pour faire en sorte qu'on puisse réussir cette bascule. Et ça a été l'aboutissement de nombreux mois de travaux. Donc l'attelage et tous ceux qui se sont investis sur ce projet-là, c'est toutes ces composantes-là, à juste titre, qui ont permis cette réussite. Donc il y a l'ANS, il y a les SAMU, vous le dites. Il y a Cloud Temple, les équipes Cloud Temple, l'attelage avec Thales aussi qui s'est énormément investi, et puis Worldline qui a aussi joué le jeu, pour le coup, concrètement, vraiment. Nicolas, de ton point de vue, pour ce type de projet sur du SI critique, ultra critique, quels sont vraiment les facteurs de réussite de ce type de projet? Alors, c'est en fait, quand on parle d'un SI critique comme le SI SAMU, qui nous touche tous individuellement, personnellement et collectivement, on s'aperçoit que tout se gère comme une gestion de crise pour la bascule. Et que finalement, le premier paramètre de réussite d'une opération aussi ambitieuse que celle qu'on a vécue le 22 avril,
c'est l'engagement individuel et collectif de tous les acteurs, bien sûr sous le pilotage de l'ANS, mais effectivement, tous les autres acteurs privés étaient là, ils étaient présents la nuit, et avec cette capacité d'intervention, de mobilisation. Alors, on prend le terme d'agilité, mais l'agilité, on en mange du matin jusqu'au soir, avec cette capacité de s'adapter rapidement à des événements, parce que vous doutez bien que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, la nuit a été longue, et ce n'est pas parce qu'on a fait la fête, Laurent, c'est parce qu'effectivement, il y avait des tas d'événements à traiter, et que toutes les équipes ont réagi en temps réel, rapidement, pour garantir l'objectif. On a vécu une gestion de crise, comme j'ai pu le vivre dans d'autres ministères, et c'était un résultat vraiment au niveau des attendus du client et de l'ANS. Peut-être ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait, on l'a vécu un peu comme un lancement d'une fusée. C'est-à-dire que comme c'était une opération one-shot, on avait des fenêtres de tir qui étaient calées. On savait quand on pouvait peut-être migrer, pas migrer. On avait validé avec les SAMU. En fonction de la météo, on n'a pas retenu la première fenêtre de tir. On a basculé sur la deuxième fenêtre de tir. On avait des plans de backup. Et donc on avait plusieurs niveaux d'étage comme ça, pour être sûr que tout le monde était bien aligné. Et puis on avait un espèce de countdown avec des go-no-go réguliers, avec des passages de porte pour être sûr que ça allait marcher ou pas marcher. Donc je pense que toutes ces opérations-là, elles ont été assez critiques. Et effectivement, l'enjeu qui est primordial, quand vous êtes sur un système comme le SISAMU, vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est aussi pour ça qu'on était dans une logique lancement de fusée. À un moment donné, c'est pas parce que vous vous plantez dans la bascule que en fait, les appels au 15 ne peuvent pas aboutir. Donc il faut qu'à un moment donné, ça arrive quelque part. Peut-être pas dans le département d'origine ou autre, mais ça ne peut pas ne pas arriver. Et ça, c'est aussi une notion de responsabilité de l'État sur la partie capacité à contacter les services d'urgence. On a la notion de perte de chance si jamais justement on ne peut pas garantir la vie sauve à toutes les personnes qui sont sur le SAMU, mais par contre on peut garantir qu'ils n'ont pas une dégradation des chances qu'ils ont de survie. Et le système SISAMU rentre dans ce niveau de criticité-là. Donc en termes de suivi, on est vraiment sur, je dirais, le niveau maximum de prise en charge. Et c'est pour ça aussi qu'on réfléchit. Et pour en revenir à la question un peu de souveraineté ou de suivi sur comment est-ce qu'on prend Secnum Cloud, et en fait, nous, c'est vraiment une question de comment est-ce qu'on a la maîtrise de notre système, comment est-ce qu'on garantit qu'à tout moment, on sait où ça peut atterrir, qui a la main, et comment on s'assure qu'à la fin, il y a quand même quelqu'un qui répond, parce que c'est de notre responsabilité en termes de design d'assurer ce bon niveau de résilience. D'accord. Merci. On parle du projet. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez quelque chose à rajouter par rapport au projet, avant de parler de l'avenir? Nicolas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, bien sûr. Alors, il suffit de me donner un micro et moi je rajoute quelque chose. Attention, hein, formidable expérience de vie et professionnelle et une réussite, une bonne démonstration qu'un client qui sait ce qu'il veut, un intégrateur qui est compétent et un fournisseur de services cloud qui se met au service de la réussite du projet avec l'intégrateur pour le client, ça fonctionne, que finalement c'est au travers de ces expériences-là, avec ce niveau, j'allais faire un jeu de mots pour un système d'importance vitale parce qu'on touche là, mais ce n'est pas un SIV au sens légal du terme. C'est là où ça nous fait grandir, tous les acteurs grandissent, et donc Cloud Temple aussi a grandi au travers de ce projet, et c'est au bénéfice des autres clients de Cloud Temple, bien sûr. Moi, peut-être sur les points d'importance sur ce projet-là, un des enjeux qui est vraiment structurant, c'est la capacité de travailler avec les éditeurs et donc d'avoir le bon niveau d'ouverture. Aujourd'hui, dans les arbitrages qui ont été pris, l'objectif, c'est de pouvoir partager au mieux cette infrastructure nationale, parce que c'est comme ça que le SISAMU est positionné, pour pouvoir interconnecter un maximum de services, un maximum d'éditeurs en pratique. Et donc, dans l'objectif de l'agence, on essaye de partager du code, partager des API. On a ouvert un GitHub. Donc, ça paraît très technique comme ça, mais c'est très concret. C'est-à-dire qu'en fait, on permet vraiment d'embarquer et que les différents éditeurs soient en mesure de venir se brancher chez nous parce qu'on essaye d'être les plus transparents possibles. Et je pense que si on veut faire en sorte d'avoir la plus grande dynamique, c'est-à-dire au niveau des urgences,
Moi, j'aime bien les applications côté urgence. Il y a un petit côté Formule 1 de la e-santé. Vous allez voir un urgentiste, il n'est pas là pour la frime. Il a besoin que ça marche, il a besoin d'avoir des réponses opérationnelles, il a besoin que ça fonctionne directement. Et donc, on fait bouger les choses concrètement. Et en ayant justement ce partage de code, ces données exemples, ce suivi, eh ben, on est capable d'embarquer des gens. On a développé ce type d'interface. Et nous, notre objectif, ça va être d'accélérer sur ce volet-là, d'être de plus en plus transparent, de partager de plus en plus de code. Il y a plein de modules aujourd'hui qui manquent encore au SI-SAMU, dont qu'on va pouvoir travailler avec les éditeurs. Peut-être qu'eux-mêmes vont pouvoir les approprier, les faire eux-mêmes, sans que ce soit à la puissance publique de le faire. Et nous, l'objectif, c'est d'être le noyau, je dirais, le plus minimum possible pour être capable d'accompagner tout l'écosystème. Donc ça fait partie des enjeux. En tout cas, c'est les perspectives. C'est ce que vous voulez faire à l'ANS, embarquer le maximum d'éditeurs en toute transparence, pouvoir centraliser, capitaliser aussi le service, améliorer le service et l'accès aux soins. Est-ce qu'il y a aussi d'autres perspectives au travers de la modernisation d'applications, de renforcer la résilience encore plus? Et quels sont les enjeux justement à 3, 4 ans, 5 ans? Après, nous, sur ce volet en particulier, tout le monde parle d'intelligence artificielle. Aussi. Ça fait partie des sujets qu'on espère évidemment pouvoir appréhender sur ce type de projet. On n'est pas sur les aspects médicaux. Donc en fait, aujourd'hui, à l'ANS, on ne fait pas d'intelligence artificielle au sens aide au diagnostic. Notre cœur de métier, c'est vraiment d'être un catalyseur autour de la coordination de soins. Mais quand on parle SI-SAMU, quand on parle capacité de répondre notamment à des situations de crise, et donc à des situations sanitaires exceptionnelles, comment est-ce qu'on mobilise au mieux les moyens et comment est-ce qu'on a la réponse la plus adaptée? Avoir une aide de l'intelligence artificielle sur ces éléments-là, ça fait partie des points qui peuvent être clés. Et donc aujourd'hui, on essaye vraiment de travailler sur cette capacité-là à être capable d'accompagner tous ceux qui font de la coordination de soins. Voilà, ça c'est un des aspects. Honnêtement, il y a tellement de choses à faire que je ne m'inquiète pas du tout sur ce point de vue-là. Tu n'as pas peur de pas être assez occupé? C'est un domaine qui est palpitant. Donc il y a vraiment plein de sujets. Je pense qu'il a un petit supplément d'âme. Il n'y a pas beaucoup de projets où on peut vraiment sauver des vies. Bon, celui-là, il en fait partie. Donc c'est un projet qui est intéressant. Merci Laurent. Nicolas, pour le coup, par rapport à ces enjeux, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, modernisation applicative, renforcer la résilience, etc. Qu'est-ce que l'on s'est proposé, nous, chez Cloud Temple, pour répondre on va et passer de accompagner l'intelligence artificielle à l'intelligence réelle, qui est la stratégie de la maison Cloud Temple. Nous, notre objectif, c'est d'être un acteur qui va apporter de la valeur aux transformations de nos clients, publics ou privés, notamment un peu publics. Et donc, pour apporter de la valeur, il faut leur apporter des services qui vont leur permettre d'accélérer, par exemple, leur numérique. Et dans cet objectif, on va ouvrir mi-juin en production. On attend le dernier avis de l'ANSSI sur notre qualification, notre pass OpenShift, qui va embarquer, et vous le savez, ceux qui connaissent cet outil-là, qui est non seulement un orchestrateur de containers, donc passer en mode cloud natif pour être un peu technique, mais surtout un formidable accélérateur, une boîte à musique qui permet de développer toute une série de services qui vont pouvoir être consommés par les acteurs et les clients pour accélérer leur numérique. Ça, c'est essentiel. Et bien sûr, on a aussi le stockage objet S3, qui est très attendu, qui est utilisé pour différents cas d'usage, interopérables ou localisés, et qui vont apporter cette souplesse et ces services qui sont nécessaires à nos clients pour continuer et promouvoir leur transformation numérique. Je ne parle pas des services de la feuille de route qui vont arriver juste après, parce qu'on va dire, ça y est, ils vendent ce qui n'existe pas, mais bien sûr, il y a une feuille de route très riche. Il y aura d'autres communications sur la feuille de route très riche et qui sera importante parce qu'on va passer un cap aussi au niveau de Cloud Temple en termes d'ampleur et de nombre de services. Mais pour l'instant, dans le concret, dans l'immédiat, dans la réalité, on accompagne la transfo avec un niveau pass de confiance. Merci Nicolas. Un petit mot pour la fin, Laurent. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions?
Donc la question c'est, est-ce que c'était pas un risque de migrer juste avant les Jeux Olympiques? Si. Maintenant, on n'a pas forcément le choix des durées des marchés publics. Donc il fallait aussi qu'on puisse adresser ces volets-là. C'est clair qu'aujourd'hui, on a essayé de faire en sorte d'anticiper suffisamment et d'avoir toutes les problématiques qui vont bien. Donc aujourd'hui, les Jeux Olympiques, nous, on les voit surtout d'un point de vue gestion de crise. Il faut savoir que le SI SAMU, là, on parle de différents sous-modules. Là, j'évoquais le portail, mais en fait, il est interconnecté à d'autres SI comme le SI Victime, Civic, qui lui va servir justement à gérer ça côté Jeux Olympiques. Donc voilà, on avait préparé, et donc maintenant on croise les doigts pour que tout se passe bien. Donc là, la bascule est quand même relativement récente, hein. C'était le 22 avril dernier. On reste encore en early life support, et c'est vrai qu'on va avoir le baptême du feu avec les JO là à venir. Mais donc je pense qu'en tout cas, on est prêt. Est-ce qu'il y a une autre question? Pas d'autres questions? Eh bien, merci messieurs, merci beaucoup Nicolas Dufour de Cloud Temple et Laurent Joubert de l'ANS, Agence du numérique en santé. Merci à vous. Merci beaucoup.